Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trentor. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un immense classique de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Véritable fresque d'une époque et d'une société, Hugo dépeint l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus ténébreux. Et c'est en cela que Les Misérables, selon moi, reste et restera une œuvre intemporelle. Comme ce roman est assez monumental, j'en ferai plusieurs lectures, traitant chacune d'un personnage ou d'un caractère présenté dans l'œuvre. Et aujourd'hui, on commence avec le personnage qui m'a peut-être le plus ému la première fois que j'ai lu Les Misérables, c'est Fantine, la mère de Cosette. À Paris, elle fréquente un groupe d'amis composé de jeunes hommes et de jeunes femmes qui font la fête, se promènent, vont au restaurant, s'aiment. Et elle tombe éperdument amoureuse d'un certain Tholomyès, qui, après l'avoir mise enceinte, l'abandonne sous prétexte de responsabilité à honorer auprès de sa famille bourgeoise en province. Fantine se retrouve alors seule, sans le sou, et avec son enfant qu'elle aime plus que tout au monde, mais qu'elle confiera malheureusement au fameux Thénardier. Je vais donc vous lire des extraits du 5e livre de la première partie des Misérables, nommé « La descente ». Chapitre 8. Madame Victurnien dépense 35 francs pour la morale. Quand Fantine vit qu'elle vivait, elle eut un moment de joie. Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel! Le goût du travail lui revint vraiment. Elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, ses beaux cheveux et ses belles dents. Oublia beaucoup de choses, ne songea plus qu'à sa Cosette et à l'avenir possible, et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et la meubla à crédit sur son travail futur, reste de ses habitudes de désordre. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée de parler de sa petite fille. En ses commencements, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué. On commença à dire tout bas dans l'atelier des femmes que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. Il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ce qu'elle ne regarde pas. Pourquoi ce monsieur ne vient-il jamais qu'à la brune? Pourquoi monsieur untel n'accroche-t-il jamais sa clé au clou le jeudi? Pourquoi prend-il toujours les petites rues? Pourquoi madame descend-elle toujours de son fiacre avant d'arriver à la maison? Pourquoi envoie-t-elle acheter un cahier de papier à lettres quand elle en a plein sa papeterie? Il existe des êtres qui, pour connaître le mot de ces énigmes, lesquelles leur sont du reste parfaitement indifférentes, dépensent plus d'argent, prodiguent plus de temps, se donnent plus de peine qu'il n'en faudrait pour 10 bonnes actions. Et cela gratuitement, pour le plaisir, sans être payés de la curiosité autrement que par la curiosité. Ils suivront celui-ci ou celle-là des jours entiers, feront faction des heures à des coins de rue, sous des portes d'allées, la nuit, par le froid et par la pluie. Et pourquoi? Pour rien. Pur acharnement de voir, de savoir et de pénétrer. Pure démangeaison de dire. Et souvent, ces secrets connus, ces mystères publiés, ces énigmes éclairées du grand jour entraînent des catastrophes, des duels, des faillites, des familles ruinées, des existences brisées, à la grande joie de ceux qui ont tout découvert, sans intérêt et par pur instinct. Chose triste. Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler. Leur conversation, causerie de salon, bavardage dans l'antichambre, est comme ces cheminées qui usent vite le bois. Il leur faut beaucoup de combustible, et le combustible, c'est le prochain. On observa donc Fantine. Avec cela, plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches. On constata que dans l'atelier, au milieu des autres, elle se détournait souvent pour essuyer une larme. C'étaient les moments où elle songeait à son enfant, peut-être aussi à l'homme qu'elle avait aimé. C'est un douloureux labeur que la rupture des sombres adages du passé. On constata qu'elle écrivait au moins 2 fois par mois, toujours à la même adresse, et qu'elle affranchissait la lettre.
on parvint à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. On fit jaser au cabaret l'écrivain public, vieux bonhomme qui ne pouvait pas remplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Il se trouva une commère qui fit le voyage de Montfermeil, parla au Thénardier et dit à son retour « Pour mes 35 francs, j'en ai eu le cœur net, j'ai vu l'enfant. » La commère qui fit cela était une gorgone appelée Madame Victurnien, gardienne et portière de la vertu de tout le monde. Elle avait un petit bien qu'elle léguait bruyamment à une communauté religieuse. Elle était fort bien vue à l'évêché d'Arras. Cette Madame Victurnien, donc, alla à Montfermeil et revint en disant « J'ai vu l'enfant ». Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'1 an à la fabrique, lorsqu'un matin la surveillante de l'atelier lui remit de la part de monsieur le maire 50 francs, en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant de la part de monsieur le maire à quitter le pays. C'était précisément dans ce même mois que les Thénardier, après avoir demandé 12 francs au lieu de 6, venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine fut atterrée. Elle ne pouvait s'en aller du pays, elle devait son loyer et ses meubles. 50 francs ne suffisaient pas pour acquitter cette dette. Elle balbutia quelques mots suppliants. La surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur le champ de l'atelier. Fantine n'était du reste qu'une ouvrière médiocre. Accablée de honte plus encore que de désespoir, elle quitta l'atelier et rentra dans sa chambre. Sa faute était donc maintenant connue de tous. Elle ne se sentit plus la force de dire un mot. On lui conseilla de voir monsieur le maire. Elle n'osa pas. Monsieur le maire lui donnait 50 francs parce qu'il était bon, et la chassait parce qu'il était juste. Elle plia sous cet arrêt. Chapitre 9. Succès de Madame Victurnien. Monsieur Madeleine avait pour habitude de n'entrer presque jamais dans l'atelier des femmes. Il avait mis à la tête de cet atelier une vieille fille que le curé lui avait donnée, et il avait toute confiance dans cette surveillante. C'est dans cette pleine puissance, et avec la conviction qu'elle faisait bien, que la surveillante avait instruit le procès, jugé, condamné et exécuté Fantine. Fantine s'offrit comme servante dans le pays. Elle alla d'une maison à l'autre. Personne ne voulut d'elle. Elle n'avait pu quitter la ville. Le marchand fripier auquel elle devait ses meubles lui avait dit « Si vous vous en allez, je vous fais arrêter comme voleuse. » Le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit « Vous êtes jeune et jolie, vous pouvez payer. » Elle partagea les 50 francs entre le propriétaire et le fripier, rendit au marchand les 3/4 de son mobilier et ne garda que le nécessaire, et se trouva sans travail, sans état, n'ayant plus que son lit, et devant encore environ 100 francs. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison, et gagnait 12 sous par jour. Sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. Cependant, une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir, lui enseigna l'art de vivre dans la misère. Derrière vivre de peu, il y a vivre de rien. Ce sont 2 chambres. La première est obscure. La seconde est noire. À cette époque, elle disait à une voisine « Bah, je me dis en ne dormant que 5 heures et en travaillant tout le reste à mes coutures, je parviendrai bien toujours à gagner à peu près du pain. Et puis, quand on est triste, on mange moins. Eh bien, des souffrances, des inquiétudes, un peu de pain d'un côté, des chagrins de l'autre, tout cela me nourrira. » Dans cette détresse, avoir sa petite fille eût été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi? Lui faire partager son dénuement? Et puis, elle devait au Thénardier. Comment s'acquitter? Et le voyage, comment le payer? Dans les premiers temps, Fantine avait été si honteuse qu'elle n'avait pas osé sortir.
Quand elle était dans la rue, elle devinait qu'on se retournait derrière elle et qu'on la montrait du doigt. Tout le monde la regardait et personne ne la saluait. Le mépris âcre et froid des passants lui pénétrait dans la chair et dans l'âme comme une bise. Il fallut bien s'accoutumer à la déconsidération, comme elle s'était accoutumée à l'indigence. Peu à peu, elle en prit son parti. Après 2 ou 3 mois, elle secoua la honte et se mit à sortir comme si de rien n'était. « Cela m'est bien égal, dit-elle. » Elle alla et vint la tête haute, avec un sourire amer, et sentit qu'elle devenait effrontée. Madame Victurnien, quelquefois, la voyait passer devant sa fenêtre, remarquait la détresse de cette créature, grâce à elle, remise à sa place, et se félicitait. Les méchants ont un bonheur noir. L'excès de travail fatiguait Fantine, et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Elle disait quelquefois à sa voisine « Tâtez donc, comme mes mains sont chaudes ». Cependant, le matin, quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche, elle avait une minute de coquetterie heureuse. Chapitre 10. Suite du succès. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jours courts, moins de travail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa. « Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr, lui aussi, lui surtout. Quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont sur la porte, elle affectait de rire et de chanter. Une vieille ouvrière qui la vit une fois chanter et rire de cette façon dit « Voilà une fille qui finira mal ». Elle adorait son enfant. Plus elle descendait, plus tout devenait sombre autour d'elle, plus ce petit ange rayonnait dans le fond de son âme. Elle disait « Quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi ». Et elle riait. La toux ne la quittait pas. Et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. Cosette est malade, d'une maladie qui est dans le pays, une fièvre miliaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères, cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. Elle se mit à rire aux éclats et elle dit à sa vieille voisine « Ah, ils sont bons 40 francs, que ça fait 2 Napoléons. Où veulent-ils que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans ?» Cependant, elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut cette lettre. Puis, elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant, riant toujours.
Comme elle passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre, sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C'était un bachelor dentiste en tournée, qui offrait au public des râteliers complets, des opiats, des poudres et des élixirs. Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. » « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. »« Quelle horreur !» s'écria Fantine. « De Napoléon, grommela une vieille édentée qui était là. Qu'en voilà une qui est heureuse !» Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait « Réfléchissez, la belle, 2 Napoléons ça peut servir. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge du Tillac d'Argent, vous m'y trouverez. » Fantine rentra, elle était furieuse, et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. « Comprenez-vous? Ne voilà-t-il pas un abominable homme? Comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays? M'arracher mes 2 dents de devant? Mais je serais horrible! Les cheveux repoussent, mais les dents... Oh, le monstre d'homme! J'aimerais mieux me jeter d'un 5e la tête la première sur le pavé. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent. »« Et qu'est-ce qu'il offrait ?» demanda Marguerite. « 2 Napoléons. »« Cela fait 40 francs. »« Oui, dit Fantine. Cela fait 40 francs. » Elle resta pensive et se mit à son ouvrage. Au bout d'un quart d'heure, elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier. Le soir, elle descendit, et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges. Le lendemain matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour, car elles travaillaient toujours ensemble, et de cette façon n'allumaient qu'une chandelle pour 2. Elle trouva Fantine assise sur son fil, pâle, glacée. Elle ne s'était pas couchée. Son bonnet était tombé sur ses genoux. La chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria « Seigneur, la chandelle qui est toute brûlée! Il s'est passé des événements !» Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de 10 ans. « Jésus !» fit Marguerite. « Qu'est-ce que vous avez, Fantine ?»« Je n'ai rien, » répondit Fantine. « Au contraire, mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours. Je suis contente. » En parlant ainsi, elle montrait à la vieille fille 2 Napoléons qui brillaient sur la table. « Oh Jésus Dieu, dit Marguerite, mais c'est une fortune. Où avez-vous eu ces louis d'or ?»« Je les ai eus, répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche. Les 2 dents étaient arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit. Un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête. Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour, mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix.
ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse « Quand me payeras-tu, coquine ?» Que voulait-on d'elle, bon Dieu? Elle se sentait traquée, et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu avec beaucoup trop de bonté, et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine. Mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle. Vendons le reste. L'infortunée se fit fille publique. Chapitre 11. Christus nos liberavit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère. À la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s'appelle prostitution. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle est devenue marbre en devenant boue, qui la touche à froid. Elle passe, elle vous subit, et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. La vie et l'ordre social lui ont dit leur dernier mot. Il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera. Elle a tout ressenti, tout supporté, tout éprouvé, tout souffert, tout perdu, tout pleuré. Elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence, comme la mort ressemble au sommeil. Elle n'évite plus rien, elle ne craint plus rien. Tombe sur elle toute la nuée et passe sur elle tout l'océan. Que lui importe? C'est une éponge imbibée. Elle le croit du moins. Mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit. Hélas, qu'est-ce que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle? Où vont-elles? Pourquoi sont-elles ainsi?